Je disais que j'étais très heureux d'être là, surtout que c'est un lieu dont j'avais beaucoup entendu parler, un lieu mythique, mais réel, puisqu'on y est. Et donc, bon, alors, le thème c'est OVNI et cinéma. Ça m'est venu comme ça, et Émilie m'a dit, mais de quoi on va parler? Ben, comme je présentais le film hier à Bugarach, que j'ai réalisé sur les OVNIs, je me suis dit, OVNI et cinéma, ce serait peut-être une bonne idée. Qui a vu le film hier? Hein? On ne savait pas. C'est dommage. Hein? Ouais. Donc, non, je vous dis, je pose la question, c'est pas pour faire un sondage ou donner des bons points. C'est pour pas, comme on dit, comme disent les jeunes, enfin pas tous les jeunes d'ailleurs, beaucoup, spoiler le film. Ben, j'espère que vous le verrez rapidement. Et en DVD, non, pas dans l'immédiat. Il est fait pour le cinéma, justement. Nous, OVNI et cinéma. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est un peu le but de cette conférence. Donc c'est pour orienter. Je voudrais pas, du coup, vous raconter le film, parce que ça vous déflorerait le film, mais j'avais un peu pensé à ça. Donc c'est relativement loin du film. Voilà, pour éviter d'avoir. De combien de temps je dispose, Émilie? Oui, mais enfin, je veux pas. C'est vous qui avez peut-être pas le temps. Bon, on va essayer. Alors, OVNI et cinéma. Bon. Bon, je fais du cinéma, comme vous le savez peut-être, depuis que j'ai 20 ans. Donc ça fait longtemps, ça fait plus de 50 ans que je fais des films. Les OVNIs, je m'y intéressais comme ça. Quand j'avais 23-24 ans, je lisais une revue qui s'appelait Ouranos. Certains connaissaient peut-être. Je m'intéressais de loin aux OVNIs. Mais je m'y intéressais quand même. Et puis, j'ai fait d'autres films. Bon, je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit hier. Disons qu'il y a deux parties dans ma vie cinématographique. Une première partie où j'ai fait des films pour gagner ma vie. C'est mieux que de faire autre chose, puisque je joignais l'utile et l'agréable. Et comme ça, j'apprenais aussi mon métier. Donc j'ai fait quelques films. Il y en a un qui va ressortir, que je vous le signale tout de suite, qui est pas sans rapport avec le sujet d'aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en parle, que j'ai réalisé en 1973. Donc vous voyez, c'est vieux, qui fait 1 heure, qui est sorti en salle de cinéma à l'époque, qui a bien marché, puisqu'il y a à peu près 10 000 personnes qui l'ont vu, qui est sorti à Lyon et à Paris, Avignon. Et puis après, un distributeur m'a dit « Ton film est bien, je vais le distribuer ». Et du coup, le film, j'ai dit chic, ça m'évitera de me fatiguer à le distribuer. Et du coup, il n'a rien fait, donc le film n'a plus été distribué. Il est retourné dans ses boîtes et il y a 1 an, on a décidé de le restaurer. Donc la restauration est finie, donc le film est dans son fichier 4K et demande qu'à ressortir. Donc on va essayer de le ressortir et il passera. C'est un film qui s'appelle Aran, A-R-A-N, qui est consacré à la mutation des îles d'Aran à l'ouest de l'Irlande, des toutes petites îles. Quand j'ai filmé, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait rien. C'est resté un peu une société en autarcie. Il y avait 1000 habitants qui vivaient, c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, comme au Moyen-Âge, sans électricité, sans télé, sans voiture, sans rien, et en vivant de la pêche et de l'agriculture. Et puis, malheureusement, et là on entre dans le sujet, un cinéaste américain d'origine irlandaise bien connu, Robert Flaherty, qui avait fait Nanook, l'Esquimau, et s'est intéressé à cette île et a fait L'Homme d'Aran, qui montre de façon romancée la vie sur les îles d'Aran, mais très romancée et un peu tendancieuse aussi.
Enfin bon, c'est une autre histoire. Et donc en 73, j'ai découvert ces îles et j'ai voulu montrer justement le basculement de cette civilisation ancienne à une civilisation moderne. Parce que comme Flaherty a fait un film qui a eu un grand succès, les touristes sont arrivés, dont moi, forcément. J'étais un touriste. Et forcément, avec eux, ils ont amené un avion, ils ont amené l'électricité, ils ont amené des voitures, ils ont amené des hôtels, des spas, tout ce que vous voudrez. J'ai peu voulu y retourner, mais le film raconte ça, quoi. Donc mais à partir du récit de cette petite île, c'est un récit beaucoup plus global. C'est ce qui nous arrive. Parce qu'on a été au Moyen-Âge, nous aussi, sans électricité, sans télé, sans rien, puis on a basculé moins vite. Mais bon. Et le sous-titre du film s'appelle Haran ou la dernière Atlantide. Pourquoi? Parce que c'est une île qui sombre. C'est une civilisation qui sombre dans la mer, voilà, comme l'Atlantide. Ça peut aussi nous évoquer les ovnis. Bon, enfin, ça c'est de la... Alors maintenant, ovnis et cinéma. Donc, mais déjà, vous voyez, j'étais intéressé par ce qui était mystérieux, mythique, mystique aussi, pourquoi pas, symbolique et social. Parce qu'il faut aussi tenir compte de la vie, la vraie vie, si je puis dire. Et après, j'ai fait autre chose. La deuxième partie de ma vie a commencé dans les années 2000, où je me suis dit que je ne pouvais plus faire des films comme ça. Si je voulais traiter de sujets aussi profonds, aussi mystérieux, les structures de production, la télé, en gros, ne le permettaient pas. Voilà. J'ai eu des DVD dans un film sur Karnak, les alignements, on m'a censuré, quoi. Voilà. Je disais pourtant rien ni de complotiste, ni de quoi que ce soit, mais on a censuré. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe dans notre société qui fait qu'il faut que je change de façon de travailler. En plus, les technologies avaient évolué. C'est le sujet un peu de cette conférence. Et donc, j'ai fait des films en toute liberté, tout seul, avec des économies, des gens qui m'aidaient, de droite à gauche, tant mieux. C'est ainsi que j'ai fait... à des amis, j'ai raconté l'histoire de la Bessonnière un jour. Et cet ami dirigeait une société assez importante de communication. Et le patron a été subjugué par l'histoire de la Bessonnière. Il faudrait en faire un film. J'ai dit, ben oui, si vous voulez. Et ben voilà, je vous donne un peu de sous et faites le film. Il m'a donné un petit peu de sous, mais ça a suffi à enclencher le système. Et donc, je suis venu à Rennes-le-Château plusieurs fois pour faire du Trésor au vertige, que certains ont vu, puisque... voilà. Voilà. Qui raconte l'histoire de Rennes-le-Château. Le film a 20 ans, et il a vieilli, parce qu'il y a eu d'autres choses depuis qui sont apparues, d'autres ont disparu, mais bon, il marche toujours, puisque j'en vends toujours des DVD. Donc, c'était le premier. Le deuxième, ça a été Le Voyage alchimique, avec Patrick Burensenos, que certains ont peut-être vu, qui dure 7h30, c'est une grande histoire. Aucune structure n'aurait pu me dire vous allez faire un film de 7h30. Vous auriez dit vous allez faire 50 minutes et puis c'est bon, quoi, surtout sur un sujet pareil. Mais ben, on est parti à l'aventure et ça fait 7h30. Puis après, il y a eu les souterrains du temps sur les souterrains de la Croix-Rousse. Le monde souterrain est intéressant. Et c'est pas ici que je vous... et qu'on peut dire le contraire. Donc, mais qui a peu marché parce que ça se passe à Lyon, c'est des souterrains sous la colline de la Croix-Rousse, et quand on parle de Lyon à un Parisien ou à un Lillois, il s'en fout, donc il dit ça m'intéresse pas, quoi. Donc le film, je l'ai bien vendu à Lyon, il est sorti en salle de cinéma, 4500 personnes l'ont vu, toutes les fois c'était comble, mais ailleurs non. Voilà, c'est dommage. Parce que le film, on l'a filmé aussi à Rome, à Jérusalem, donc ça c'est plus Lyon, mais non. Enfin bon. Les ovnis, au moins c'est partout. Voilà, on a de la chance. Donc j'espère que plein de gens le verront. Hier, il a donc été projeté en avant-première. Il n'est pas tout à fait fini, le film. Mais je m'étais engagé à le projeter, donc j'ai mis les bouchées doubles pour présenter une version possible, techniquement possible. Ça a marché, les gens ont l'air contents. Et donc, je vais vous parler ovnis et cinéma. Pourquoi? Alors, la première chose, je ne veux pas faire un exposé universitaire. On n'est pas à la fac de cinéma. Je vais juste quand même vous dire que le cinéma s'est intéressé aux ovnis tout de suite. Le cinéma a été inventé en 1896.
Et quelques années plus tard, Méliès fait le voyage dans la Lune. C'est peut-être pas les ovnis, mais enfin, il y a des habitants dans la Lune, hein, c'est Méliès, donc c'est assez drôle. Donc, le cinéma a tout de suite, il y a tout de suite eu historiquement quelque chose entre ovni et cinéma. Après, vous connaissez la suite. Il y a eu Fritz Lang qui a fait La femme dans la Lune, quand même. C'est un film. Il y a eu, après surtout, tous les films de Spielberg. Il y a eu les films de Lucas, il y a eu Star Wars, il y a eu Alien avec les films de Ridley Scott, il y a eu, etc., etc. Les ovnis ont été une mine pour le cinéma. Bon, je laisse l'étude de cela aux universitaires. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le rapport entre les ovnis et le cinéma de façon, si je puis dire, il y a un grand mot, ontologique, et non pas social, culturel ou autre. C'est Méliès, le voyage dans la Lune, il s'inspire de Jules Verne, évidemment, donc, et puis du conte de Cyrano de Bergerac, etc. La vie dans la Lune, c'est une vieille histoire. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le rapport ontologique entre le cinéma et les ovnis. Pourquoi? Alors, les ovnis, poser le problème, est-ce que c'est réel ou pas? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est des fantasmagories ou est-ce qu'il y a quelque chose qui existe vraiment dans notre réalité matérielle? Ce qui s'est passé, je suis obligé de faire un tout petit peu d'histoire, je suis désolé, ça a été préparé, le cinéma. Ça a été préparé par la littérature, notamment fin 19e, deuxième partie du 19e, Flaubert. L'éducation sentimentale, Flaubert essaye de situer ces personnages romanesques dans une réalité extrêmement précise. On pourrait dire aujourd'hui quasiment cinématographique. Le roman de Flaubert, c'est presque un reportage sur la société de 1860, etc. Et après, ça a continué. Vous avez Zola, vous avez Maupassant, vous avez même Proust, qui aussi parle de la société de son temps, la société mondaine de son temps. Donc là, il y a eu un tournant dans la littérature qui s'est intéressé à la réalité qui était devant les yeux de l'écrivain. Ce qui n'était pas le cas de Racine. Il s'intéressait à Iphigénie, etc. Et, alors on peut dire Molière, mais pas vraiment, parce que c'était toujours mythique, des personnages inventés, alors que la littérature fin 19e, c'est des personnages quasiment réels. Donc ça prépare le cinéma. Mais la même chose, vous l'avez en peinture, où avant, le peintre était en atelier, comme Poussin, et c'est ici, peignait tout en atelier. Il n'allait pas sur le motif, mais c'est avec les impressionnistes. On va peindre la gare Saint-Lazare avec Monet, on va peindre des choses qui existent. Donc le cinéma s'inscrit dans ce mouvement. Et c'est encore plus extraordinaire parce qu'on peut peindre des choses qui existent sans intermédiaire. C'est là où ça devient intéressant, à mon avis. C'est-à-dire que le peintre, il peut peindre la gare Saint-Lazare, mais c'est quand même sur un tableau avec des couleurs, etc. L'écrivain, c'est quand même avec des mots. Le musicien, qui va aussi faire de la musique avec des choses qui existent, comme Varese, comme des gens comme ça, mais c'est toujours avec des instruments. Il y a un ensemble médiatique, enfin un média entre la réalité et l'œuvre, qui est l'outil. Le cinéma, l'outil est dans la réalité. Même le sculpteur, vous allez me dire, il sculpte un bloc de pierre, c'est réel, mais le bloc de pierre, il l'a extrait et choisi dans une carrière, comme Michel-Ange, pour le travailler dans son atelier. Donc c'est pareil. Et puis l'opéra, ça se passe dans un opéra, ça se passe pas dans la rue. Alors, suite au cinéma, il y a une tendance de confronter la réalité de l'art à la réalité quotidienne. Mais c'est aujourd'hui quelque chose d'un peu contemporain qui n'était pas tout à fait le cas avant, sauf si on monte plus haut. Mais ça. Donc le cinéma est préparé à capter directement la réalité par l'intermédiaire de quoi? D'une machine. Ça, c'est fondamental. Il y a une machine, une boîte en bois, dans laquelle il y a des produits chimiques. L'âge Ag+, et NO3-, les grains d'argent. C'est le procédé de la photo, inventé par Nips, entre autres, et qui, grâce aux frères Lumière,
Et Dyson aussi va être mécanisé, ce qui fait que ça va être sur une pellicule qui défile et qui va entrer dans le temps. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que nous vivons dans une réalité, mais qui est temporelle. Et le cinéma va filmer cette réalité temporelle. Et là, ça devient passionnant. Les frères Lumière ont filmé la sortie des usines Lumière, parce que eux, ils fabriquaient des plaques photographiques. Puis le papa a dit, ben non, il faut frère que ça bouge, parce que ce serait mieux. Quand même, c'est tout figé, il faut trouver un système, et puis qu'on les voit en grand sur un écran. Donc il a filmé la sortie des usines Lumière, ça a marché. Il a filmé l'arrivée du train en gare de la Ciotat. C'est le réel, c'est la gare de la Ciotat, c'est pas mis en scène, pas vraiment. Et il y a des gens sur le quai qui montent dans le train et qui en sortent. Et puis ils ont filmé, on voit le frère Auguste Lumière, qui a une grande masse avec un marteau au bout, et qui démolit un mur en pisé. Alors avec l'aide de 2 ouvriers, ils tapent comme des sourds parce que les bobines, elles duraient 1 minute. Donc il fallait qu'ils démolissent. L'histoire, c'était de démolir un mur. Donc il fallait le démolir en moins d'1 minute. Donc il s'acharne contre ce pauvre mur qui, au bout de 40 secondes, s'écroule dans un nuage de poussière. Bon, vous direz, c'est le début, on montre que le cinéma, ça bouge, c'est très bien. Et là, ils ont une idée géniale. On dit que c'est par hasard, mais j'y crois pas. C'était une bobine de film, on a tourné la manivelle pendant 1 minute et on voyait le mur s'écrouler. Et l'opérateur, le projectionniste, a dit, et si on rebobine le film? Donc il a filmé le film, il a tourné la manivelle dans l'autre sens. Et qu'est-ce qu'on a vu? Le mur qui prenait de ses cendres et réapparaît tel qu'il était. Donc on a manipulé le temps. Et le cinéma manipule le temps dès le début. Là, et les ovnis, puisque vous allez me dire, mais où est le sujet? Ben, le sujet, il est là. Les ovnis manipulent le temps. Quand vous voyez un ovni, vous sortez de l'espace-temps. Ce que c'est dans une conférence il y a 15 jours, Jacques Vallée. Vous connaissez peut-être Jacques Vallée, qui était le prototype de François Truffaut dans les rencontres du 3e type. Professeur Lacombe, bien nommé, dans les rencontres du 3e type. Et Jacques Vallée donc, s'est intéressé de très près et scientifiquement aux ovnis, et il racontait que quand les gens voyaient un ovni atterrir dans le champ, bon, et quand ils s'approchaient de l'ovni changeait de forme. Et le temps se distendait, il sortait du temps, il sortait de l'espace, puisque l'ovni changeait de forme, et quand ils entraient dans l'ovni, eh bien, il était beaucoup plus grand que ce qu'ils voyaient quand ils étaient dehors. Donc, c'est étrange. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans l'espace-temps. Et le cinéma commence dès le début à jouer avec l'espace-temps. Et alors, les choses vont devenir plus compliquées, plus intéressantes. Alors ça, c'est important aussi comme idée, c'est que tout se passe comme s'il y avait une évolution de l'humanité dans ces techniques, puisqu'on est dans ce domaine-là, depuis, disons, 150 ans, dans un certain sens, et que les ovnis, qui avaient une technologie complètement différente de la nôtre, d'après ce qu'on dit, eh bien, il y avait un rapprochement, et presque un croisement. Et l'objet de cette conférence, c'est de vous montrer le croisement entre les ovnis et nous, c'est-à-dire les rencontres. Et le lieu de la rencontre, c'est les rencontres du 3e type, c'est le cinéma. Mais c'est pas que le cinéma, bien entendu. Et on va voir pourquoi. Alors, ce qui s'est passé pour suivre cette idée, j'espère que vous suivez toujours, parce que c'est un peu abstrait et compliqué ce que je vous raconte, mais ça va être bien plus compliqué tout à l'heure, rassurez-vous. Ce qui va se passer, c'est que le cinéma va évoluer. Bien, il va devenir sonore. Vous connaissez tous, Chantons sous la pluie qui raconte ce passage, il va devenir en couleur. Et le cinéma, quand il veut montrer des choses qui n'existent pas, il est embêté, puis ça n'existe pas, donc il ne peut pas les filmer. Donc ils vont faire dans les studios des maquettes. Quand Kubrick fait 2001 l'Odyssée de l'espace, il construit des maquettes. On a les photos des grandes stations orbitales rondes, comme celle que vous connaissez, là, sur le beau Danube bleu, dans un studio, mais qui fait plusieurs mètres, avec un faux ciel étoilé, etc., une caméra qui va filmer ça, en faisant la maquette la plus jolie possible pour qu'on croie que c'est vrai.
Mais que maintenant, aujourd'hui, on se dit, ouais, c'est des maquettes, c'est pas vrai, quoi. Voilà. Mais ça, c'est un deuxième stade pour aller dans l'imaginaire. Il y a un troisième stade qui s'est passé. Alors là, je vais être un peu plus compliqué. Je le raconte dans le film. Le film que j'ai fait, Le Temps des ovnis, qui est bien nommé, c'est aussi montrer que les ovnis jouent avec le temps, donc avec l'histoire. Et un événement majeur de notre histoire humaine, c'est 1945, l'explosion de Nagasaki-Hiroshima, qui a été préparée par l'explosion qu'il y a eu dans le désert du Nouveau-Mexique, dans un site qui a été nommé Trinity Site, Trinity Site, l'expérience de Trinité. Ouais, mais ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas non plus que c'est à proximité d'un désert qui s'appelle le désert du jour des morts. Ça ne s'invente pas non plus, c'est vrai. Et Oppenheimer, qui était le chef du projet, je raconte un peu dans le film, quand il a vu son explosion, il n'a pas pu s'empêcher de citer la Bhagavad Gita, un grand texte hindou, etc. On dit maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. Donc en 1945, l'homme a changé d'échelle dans sa politique de destruction. Et les ovnis étaient là pour regarder ce qu'on dit. On dit même, j'y étais pas, mais on dit même que les explosions atomiques, qui en avaient une tous les 3 jours, comme on dit dans le film, pendant plusieurs années, ça en fait de la radioactivité, eh bien, étaient non seulement pour faire des essais, pour voir si ça marchait, mais enfin, il n'y avait pas besoin d'en faire des milliers d'explosions pour voir que ça marchait. Mais on disait que même on faisait des explosions atomiques exprès pour susciter l'apparition des ovnis et pour pouvoir les étudier.